et Monsieur Gaillot de la délégation interministérielle à la stratégie pour les troubles du neurodéveloppement. Merci. Bonjour à tous et toutes. C'est le moment effectivement de la conclusion et des remerciements. Alors tout d'abord, quel était notre niveau d'ambition? Nous avons choisi effectivement de prendre le temps de vous permettre de vous faire une idée ou de mieux connaître, de vous forger un avis, de vous conforter dans votre position ou de mieux comprendre l'intérêt de pouvoir recourir à la guidance parentale. Il me semble que de ce point de vue, ce webinaire est parfaitement réussi. Et pourtant, il y avait des risques. Le premier risque, c'était justement d'avoir fait le choix d'un format un peu spécial de webinaire. C'est plus une sorte de colloque, de mini-colloque, complètement organisé pour vous, à distance, mes chers participants, mais avec un webinaire qui laissait une large place à l'interaction, à travers les quiz, à travers des jeux de questions-réponses. Et vous avez été très nombreux à chaque fois à répondre. Je regardais le nombre de connexions depuis le début, il n'a pratiquement pas baissé, ce qui est aussi, je pense, un gage de succès. Le deuxième écueil, c'était de vous proposer un sorte de catalogue comme ça de l'ensemble des techniques et des approches de la guidance parentale, une sorte de maquis, et on vous aurait laissé sans repère, sans possibilité de vous forger un avis éclairé. Il n'en est rien. Moi, je repars ce soir avec des principes simples, des convictions simples, et je remercie avant tout les intervenants pour avoir à la fois su tenir des propos experts, tout en les rendant à chaque fois accessibles et compréhensibles. Alors, premier point, c'est déjà que la guidance parentale, elle s'appuie sur une approche scientifique, éprouvée, avec un niveau de preuve objectivé, transparent, avec une efficacité mesurable. C'est extrêmement important. Deuxième point que je retiens, c'est que la guidance, elle est avant tout là pour soutenir les parents et soutenir les stimulations quotidiennes des enfants qui sont concernés par un trouble du neurodéveloppement. J'ai retenu aussi le fait que la guidance, elle doit être acceptable, c'est-à-dire que la guidance n'est jamais imposée, en aucune façon. Elle est mise en œuvre par une communauté de professionnels. Ça n'est pas l'apanage d'un corps de professionnels en tant que tel. Différents professionnels peuvent mettre en œuvre la guidance parentale, dès lors, bien sûr, qu'ils sont formés. On parle de guidance parentale, mais pourtant on a aussi parlé des fratries, de la famille au sens large. Donc il faut peut-être prendre le sens parental, le qualificatif de parental, dans peut-être une notion extensive. Parce qu'on voit bien qu'elle a potentiellement des impacts positifs sur l'ensemble de la famille, en particulier lorsqu'il y a des fratries. Les fratries, les interactions entre fratries, la qualité de ces interactions sont souvent d'ailleurs un indicateur de la qualité du climat intrafamilial. Donc tout ceci est essentiel. Ce qu'on peut dire aussi, on a évoqué à plusieurs reprises la notion de parcours, pas seulement de programme, de parcours de guidance modulable, adaptable, avec des formats souples. On peut avoir donc de la guidance en individuel, de la guidance en groupe, de la guidance en présentiel, de la guidance à distance. Et il y a eu un certain nombre d'illustrations très concrètes sur ce point. Il y a eu plusieurs témoignages aussi, je trouve, de parents et de familles particulièrement sincères qui, à travers des mots forts, ont illustré parfaitement les apports de la guidance. Je retiens le terme de sincérité, d'apaisement, d'écoute, de respect. Et les témoignages étaient unanimes. Alors, on peut dire aussi que ce qui a été fait à travers les expériences dans différents territoires en France, je pense en particulier en Normandie, mais pas que la Normandie, c'est qu'on est allé au-delà de l'importation de techniques ou d'expériences étrangères, mais qui a, d'une certaine façon, peut-être,
Et alors j'emploie le terme de façon symbolique et non pas institutionnelle ou académique, mais il y a peut-être une sorte d'école française de la guidance qui est en train de s'édifier sous nos yeux et qu'il faut encourager. Alors, je vais assez vite parce qu'il est tard et je pense que tout le monde est aujourd'hui fatigué, c'est normal, après cette très forte densité des échanges. J'ai noté aussi, bien sûr, des questions, mais aussi des remerciements adressés à la délégation interministérielle. Ces remerciements, je les interprète comme des doléances et peut-être comme des demandes, finalement, qui nous sont adressées. Et il est vrai que, finalement, la prochaine étape, pour l'action publique, en tous les cas, c'est de structurer le déploiement de la guidance parentale. C'est bien ce qui nous mobilise aujourd'hui, et c'est ce qui ressort, me semble-t-il, des échanges qui ont lieu tout cet après-midi. Alors, pour moi, il y a peut-être 3 pistes. La première, le délégué interministériel Étienne Pau l'a rappelé d'ailleurs en ouverture, s'agissant de l'accessibilité et du financement. La représentation nationale s'est exprimée très clairement à l'occasion de l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en créant, voilà, c'était un amendement gouvernemental, et la représentation nationale a confirmé le choix de créer effectivement la guidance parentale dans le cadre des parcours organisés par les plateformes de coordination et d'orientation. Pourquoi ce choix? C'est un effort collectif, effectivement, clairement assumé, parce que le choix, c'est le repérage précoce. Le choix, c'est de faire en sorte que le repérage soit assuré justement le plus tôt possible. Aujourd'hui, dans les PCO 0-6 ans, l'âge moyen de repérage, c'est à peu près 4 ans. Notre souhait, notre objectif, c'est de baisser cet âge, parce que plus on intervient tôt, plus on maximise les chances de l'enfant, plus on se donne les moyens de mieux corriger sa trajectoire développementale, plus on lui permet effectivement de vivre une scolarité, une vie sociale, effectivement, dans laquelle il va se trouver à s'épanouir. Donc oui, il va y avoir donc, la mise en place de ce forfait guidance. Nous travaillons avec les administrations concernées à l'élaboration des textes d'application. Pour ce programme voit le jour dès cette année. Et une deuxième piste, et on l'a évoqué à travers les problématiques de formation, c'est qu'il y a peut-être une fonction nationale de vigie qu'il va falloir mettre en place. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, la démarche scientifique, comme vous le savez, elle n'a de cesse que de repousser les frontières de la connaissance. Et ce que nous avons aujourd'hui partagé collectivement sur la guidance, peut-être que demain, ça sera moins vrai. Ça sera moins palpable. Parce que nous aurons tous progressé. Et qu'il y a peut-être besoin d'avoir effectivement une vigie nationale qui donne les repères, qui puisse identifier des meilleures pratiques, qui puisse répondre aux familles, aux professionnels qui souhaitent se former ou tout simplement actualiser leurs compétences et leurs connaissances dans le domaine de la guidance parentale. Plusieurs possibilités existent. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles structures, mais de s'appuyer sur les expertises existantes, locales, peut-être, et lui confier effectivement une mission qui aurait une portée nationale. C'est en discussion. Je n'irai pas au-delà pour le moment. Et puis, troisième point, et ça fait le lien avec les formations. Le professeur Amaria Baghdadi l'a très bien rappelé tout à l'heure. Comme vous le savez, le délégué interministériel et l'ensemble de son équipe sont particulièrement vigilants sur le respect des bonnes pratiques au sein des établissements, auprès des professionnels, et que la formation fait partie de cette vigilance et de cette exigence. Et il est vrai que nous construisons, avec le groupement national des centres de ressources autisme, avec la maison d'autisme, un portail national de formation qui sera hébergé sur le site de la maison d'autisme lui-même en profonde refonte, qui va intégrer de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités, qui va s'élargir à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement progressivement. Et ce portail de formation va permettre de mettre en visibilité et en accessibilité des formations
préalablement référencés à travers des repères nationaux que nous avons élaborés avec des experts, avec des professionnels, avec des organismes de formation. Et donc ces formations, ce n'est pas seulement que celles des organismes de formation volontaire, ça va aussi être des formations dispensées et conçues par des centres d'excellence, par des centres de ressources autisme, demain aussi peut-être par des centres de ressources TDAH. Et donc moi, je ne verrai que des avantages à ce que les formations dans le domaine de la guidance puissent bénéficier de ce même niveau d'exigence et puissent aussi se faire référencer et être en visibilité sur ce portail national, ce qui n'exclut en rien, effectivement, et Marielle Bagdadi l'a rappelé, le fait d'avoir par ailleurs, effectivement, de proposer une formation. Mais les deux approches sont complètement complémentaires. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait de dire il faut encourager le déploiement de la guidance parentale, ça peut créer aussi un effet d'aubaine, ne nous le cachons pas. Et donc nous avons tous intérêt, effectivement, à nous donner les moyens d'avoir un déploiement de la guidance qui soit complètement sécurisé, qui se fasse au bon rythme, avec les bons acteurs, avec les bonnes techniques. Certains territoires, je reviens sur l'accessibilité, on l'a vu tout à l'heure, nous ont devancé déjà sur le fait de pouvoir proposer des guidances sans reste à charge. Ça sera une source d'inspiration lorsque nous mettrons en place le forfait guidance dans les PCO. Pour terminer, je voudrais quand même adresser mes remerciements les plus vifs aux intervenants, voilà, pour la qualité des échanges. Je rappelle que les intervenants interviennent à titre bénévole, prennent sur leur temps de travail, que l'organisation de cet événement ne se fait pas en quelques jours, mais ça a pris plusieurs mois, parfois même. Voilà. Je voulais le rappeler. Je voudrais aussi saluer, bien sûr, Vincent Lockman, qui a joué parfaitement le rôle de Monsieur Loyal, de timekeeper. Ce n'est jamais facile. Donc, merci à vous, Vincent. Je voudrais aussi que soit portée à la connaissance des familles notre profonde reconnaissance pour les témoignages qu'elles ont apportés, ainsi que les professionnels d'ailleurs qui étaient sur les vidéos. Ça n'est jamais simple et je trouve qu'elles ont apporté avec sincérité vraiment leur vécu, leur expérience et je trouve ça très riche. Je voudrais bien sûr remercier le groupement national des centres de ressources autisme, la maison d'autisme, donc en particulier Sandrine Saunier, l'administratrice du GNCRA, sa directrice du JARIC, une mention spéciale à Laetitia Virgal, qui nous a accompagnés tout au long de ce processus, qui a été vraiment la cheville ouvrière. Et puis l'agence, à vous le direct, qui a assuré parfaitement tout l'appui technique. Merci à vous. Alors, je termine maintenant pour vous donner peut-être 2 ou 3 points d'agenda. Nos prochains rendez-vous. Le 1er avril, non pas le 2, je crois que c'est le 1er avril, le webinaire sur l'aide sociale à l'enfance, mais c'est pas grave, je vais vérifier, mais là nous avons un différend notoire avec le professeur Marielle Bagdadi. Nous avons ensuite, comme vous le savez, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui est le 2 avril, qui est bien le 2 avril. Et là, n'hésitez pas à prendre des initiatives sur le terrain pour mieux faire connaître l'autisme. Nous aurons aussi le 12 juin la journée du TDAH, aussi dans un format qui va aussi permettre de faire émerger des actions de sensibilisation et d'information sur le TDAH. Et puis je terminerai en rappelant le colloque du GNCRA qui se tient les 12 et 13 novembre, le colloque bisannuel qui se tient le 12 et 13 novembre à Paris-La Défense. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et puis je laisse le dernier mot à Vincent qui va aussi vous parler du guide de guidance, parce que je ne l'ai pas dit. J'ai 3 informations à vous donner. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'attestation de présence pour cette journée. La deuxième, c'est que le livret de la guidance parentale est disponible sur le site handicap.gouv.fr et qu'il existe également en version facile à lire et à comprendre. Ça, c'est pour l'accessibilité. Pour l'accessibilité également, vous pouvez revoir cette conférence en replay dans quelques jours et elle sera sous-titrée.
pour les personnes qui auraient besoin d'un sous-titrage. Merci à tous, merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général.